Bonsoir et bienvenue dans Perspective. L'émission d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale parce qu'elle célèbre en même temps le retour du signal analogique de Congo Web, 5 jours seulement après le départ de celui qui était responsable de l'ARPTC. Et désormais donc, vous suivrez encore pendant longtemps Congo Web sur votre fréquence analogique. Aujourd'hui, nous allons parler de la débâcle de l'UDPS au sénatorial, un échec qui a déclenché la colère de la base, qui s'est posé la question de savoir comment, avec 12 députés provinciaux, nous n'avons aucun sénateur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous parlerons également de la suspension justement de l'installation de sénateurs élus pour raison d'enquête afin de débusquer les corrupteurs et les corrompus sur demande de la hiérarchie. Comme vous le savez, l'on a libéré des prisonniers politiques. J'en cite un seul, Franck Diongo. Chamba est désormais libre. Il a quitté depuis ce week-end le centre pénitentiaire de Makala. Pour en parler, deux invités dans cette émission. Monsieur Norbert Yamba, il est cadre de l'UDPS, consultant international. Bonjour et bienvenue dans cette émission, Monsieur Norbert. Bonjour, bien merci pour l'invitation. Avec lui, je reçois Maître Gédéon Kolela. Il est cadre de la dynamique pour la relance du Congo, avocat conseil du collège. Bonjour, Maître. Bonjour, Vassilic. Merci pour cette marque de confiance. Alors, pour commencer, je commence avec Monsieur Norbert Yamba. Vous êtes cadre de l'UDPS, mais apparemment, l'UDPS semble avoir trop de problèmes ces derniers temps. Est-ce que le parti va bien? Bon, écoute, le parti, d'abord merci pour l'invitation, merci pour la question. Le parti va bien. Va bien parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est à la tête de la République. Il est tout à fait normal de conclure que le parti va bien. Et c'est suffisant avoir cependant, automatiquement le parti va bien. Aller bien ne présuppose pas avoir tout traversé toutes les douleurs d'affrontement. Oui, nous avons un président de la République. Oui, nous constatons finalement qu'au niveau des institutions subalternes, j'allais dire au niveau des provinces, des assemblées provinciales, même ce qui va arriver avec les gouverneurs. Maintenant, là, on est en train de parler des sénateurs, on est en train de parler des députés nationaux, etc. On a l'impression finalement qu'en fait, que le parti a la forme d'une grosse tête avec des petits pieds. Et cela est un danger public. Parce que notre président n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour prendre des décisions stratégiques et appuyées par les différentes institutions. Et même si à un moment donné, il se révélerait être un véritable top manager avec des grandes capacités managériales, et puis en fonction lorsqu'on se retrouve par exemple dans telle ou telle province, que s'il y avait toute province occupée par le FCC, comment va-t-on jouer le jeu? Comment va-t-on véritablement lutter contre la pauvreté qui constitue d'ailleurs l'offre politique de notre président? Et donc, tout ceci faisant commune montre très clairement qu'il y a des petits problèmes aussi au sein du parti. Il ne faut pas véritablement dormir sur les lauriers.
et je crois qu'on aura le temps de parler suffisamment de ces questions parce que les élections démontrent très clairement que le travail n'a pas été suffisamment fort pour que nous puissions avoir aussi des résultats forts malgré... On en parle directement. D'aucuns disent que l'UDPS s'est plus focalisé pour le présidentiel et a laissé la députation nationale, provinciale, un peu de côté. C'est maintenant que finalement elle se réveille, mais un réveil tardif. Non. Je ne vous laisserai pas dire ça. Moi-même, j'étais candidat député national. C'est vrai que l'UDPS n'a pas les mêmes moyens. Est-ce que vous avez bien préparé vos candidatures? Est-ce que le parti a donné les moyens à ses candidats pour battre campagne? Le parti n'a pas de moyens pour donner à tout le monde l'argent pour battre la campagne. Mais soyez rassurés. Alors comment pouviez-vous vous attendre à la victoire tant que le parti n'ayant pas donné les moyens aux candidats, elle pouvait, le parti, il pouvait s'attendre à la victoire ou à des victoires de ses candidats. Nous avons démoli la dictature dans ce pays, nous l'avons déconstruite. Simplement avec les moyens, les maigres moyens que nous disposons, nous avons des stratégies innovantes. Mais je dois vous rappeler que nous y étions sur le terrain et que généralement, il faut le savoir, que pour avoir autant de candidats déployés sur le terrain, le parti avait déboursé pas moins de 600 000 $. Pas moins de 600 000 $, je vous en prie. C'est pas peu pour un parti qui n'a jamais été au pouvoir, pour un parti qui n'a pas suffisamment de l'argent et qui ne vit qu'avec les cotisations de ses membres. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des non-compatriotes qui se sont déployés pour être candidats ont aussi supporté. Moi-même, par exemple, j'étais candidat dans les territoires de l'Omela, mais j'ai supporté des candidats provinciaux. Les déplacements, la campagne, etc. C'est comme ça que nous avons fonctionné. C'est comme ça que vous voyez l'UDPS n'est pas la propriété d'un individu. Je me suis beaucoup, mais parce qu'effectivement, tout un chacun contribue naturellement à son fonctionnement. Maître Gédéon, il a parlé d'un parti avec une grosse tête, avec des petits pieds. Je dirais un parti avec une grosse tête, mais aux pieds d'argile. Comment justifiez-vous cette débâcle de l'UDPS avec 12 députés provinciaux, aucun sénateur, ce qui fait dire à l'opinion que l'UDPS, ça signifie union des députés provinciaux sans sénateur? Oui, Lick, vous soulevez là une question que d'une manière générale, il faut reconnaître qu'il y a la confusion de sémantique des vocabulaires dans tout ce qui s'est passé comme organisation des élections en notre pays. Avant de répondre à votre question d'une manière générale, moi-même j'étais estomaqué de voir que les politiciens congolais, après avoir, ils vont vers le peuple congolais, après avoir sollicité les mandats parlementaires, ils vont aller se retrouver tout autour d'un individu, donc pour qui ils doivent signer d'abord l'acte de l'appartenance et gérer fidélité et voire même, je ne sais pas comment les termes des autres même parlent de la subordination. De rester dans cette position de subordination. Je constate que c'est de la médiocrité d'abord qu'on a consacrée dans ce pays et ça devient comme une seconde nature. Et ça ne fait pas partie d'une vocation pour un homme politique parce que ailleurs, l'autorité morale, c'est le peuple devant qui on a sollicité les mandats. Le parlementaire et également devant qui on peut jurer la fidélité parce que c'est devant qui qu'on doit rendre compte. Donc, à ce point de vue, je me dis, bon, le pouvoir public, jusqu'à la preuve du contraire, je pense que l'objectif, c'est le bien-être
ou le progrès social. Et si les hommes politiques n'ont pas cette conscience-là, sur base de leur fondement idéologique, dévoué au service du peuple, qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Parce que là, c'est comme si les gens sont en train de naviguer au gré des vagues de leurs intérêts, du ventre. Maintenant, vous posez la question de savoir, oui, je vais arriver. La débâcle de l'UDPS. Oui, je pense que c'est une indignation. D'après moi, c'est une indignation qui a, au fait, comment dirais-je, qui, d'après moi, c'est une indignation, je dois me répéter, dans les chefs de ces, soi-disant, les députés, de voir que, selon les fondements idéologiques de leur parti, vous vous souvenez que ils sont fondés sur les contenus de la lettre des 13 parlementaires, la lettre de 52 pages. Et là, le cheval de bataille, c'est la corruption, la concussion, il y a le tribalisme. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui vient de se passer au sein de l'UDPS, c'est vrai qu'on peut dire que ce chaos de la corruption est devenu comme une seconde nature, mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas sortis des jambes de Jupiter, mais on attendait beaucoup avec l'UDPS. Parce que si on pouvait peut-être espérer à l'alternance, on voyait l'UDPS. Et même, je peux dire que l'élection de Félix Tshisekedi a nécessité un nouvel espoir aux Congolais de retrouver sa dignité et voir même son poids ontologique sur le plan national et international. Et voir aujourd'hui ce qui s'est fait, je pense que ça a dérangé la quiétude de tout un peuple. Ça n'encourage pas. Donc il faut revoir un peu, donc reconsidérer les objectifs et les méthodes pour accompagner le président de la République. Dans l'entretemps, le président de la République, il doit savoir qu'il doit avoir un discernement, savoir qui sélectionner pour un nouveau logiciel tourné, mental tourné vers le progrès et le développement. Alors, je reste avec vous. L'UDPS, vous avez dit dans la lettre des 13 parlementaires, avait comme point focal la lutte contre les antivaleurs d'une manière générale, la corruption particulièrement, mais l'on constate que ces méfaits a bien élu domicile au sein même du parti. 12 députés provinciaux. Si l'on doit faire un calcul mathématique, on aurait pu avoir 4 sénateurs de l'UDPS en raison de 3 voix pour chacun. Parce que le sénateur Didier Moumengi est sorti sénateur avec 3 voix. Mais l'UDPS avait 4 députés provinciaux. Et du coup, certaines réactions ont fusé. Celle de M. Moubake, par exemple, il dit l'UDPS a récolté ce qu'elle a sémé. Parce que là, mis dans le rang des candidats de l'UDPS, des gens qui n'ont jamais été à l'UDPS, dit-il. Et donc, nul ne peut se prétendre de sa propre turpitude. Bon, moi je considère la déclaration de Moubake comme le bruit des ménages, parce qu'il fait partie de l'UDPS, quand bien même que certains points, ils n'ont pas pu converger ensemble. Je me répète pour dire, je considère ça comme le bruit des ménages, qui ne manque pas dans tous les foyers possibles. Donc maintenant, il faut reconnaître, Lick, que dans ce pays, nous avons connu une dictature perfectionnée de plus ou moins 32 ans. Et avec aussi une dictature sans précédent de 20 ans, où nous sommes dans un flou artistique qu'on ne sait pas comment définir. Et là, vous constatez qu'il y a eu le favoritisme et manque d'expertise
et cette corruption caractérisée que vous, sur lesquelles le régime Mobutu et plus Kabila a véritablement donc fondé sa politique. Et cette politique, donc vous remarquez que la corruption aujourd'hui demeure comme en maîtresse absolue. Il domine même les personnes le plus modeste, comme on peut dire. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, que on pouvait tout dire, mais il faut savoir que la corruption dont on parle ici, c'est le premier chantier d'ailleurs dans le programme des chefs de l'État. Moi, je vais les conseiller que la corruption soit donc le premier chantier, parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que donc cette corruption demeure en maîtresse absolue. Ce n'est pas seulement pour l'IDPS. Et d'ailleurs, moi je salue les gens de l'IDPS, ils ont manifesté cela. Mais regardez, donc c'est la même chose avec la Mouka, parce que quand vous faites le pourcentage entre le premier et le deuxième, ils ont presque 70%. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas croire que FCC donc pouvait prendre la tête ou renfler les sièges comme il l'a fait. Mais exactement, quand vous prenez le premier et le deuxième, oui. le total fait 72,56%. Alors, moi je suis en train de voir les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette fraude annule le tout. C'est pour cela, peut-être vous allez poser la question, on va parler de ça. Je salue la décision du président de la République. Donc, je ne sais pas si je vais annuler l'installation des sénateurs. Oui, Et là-dessus, je vous remercie. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Yamba. Le président de la République dit qu'on doit suspendre l'installation des sénateurs élus, mener une enquête pour débusquer les corrompus et les corrupteurs. Réaction du BPRD, violation de la Constitution. Comment pensez-vous que cette affaire puisse se dénouer? Je voudrais dans un premier temps rassurer l'ensemble de notre peuple que l'UDPS reste juste la preuve du contraire. Le mouvement politique qui a suscité les espérances et qui considère ces espérances aujourd'hui comme un devoir. Et que ce qui est arrivé au sein des assemblées provinciales ne peut pas enlever nullement la responsabilité de l'IDPS de remettre le pays sur les rails. Que tout le monde soit rassuré que ce qui est arrivé sont des douleurs d'enfantement pour des personnes qui prennent le train en cours de route sans beaucoup de conviction et qui visiblement nous ont donné tel résultat. Je voudrais également dire à nos compatriotes que les déclarations aussi de Mouaki, qui véritablement a son parti politique, ça c'est évident. Je sais que l'IDPS est un patrimoine national, on ne peut que l'écouter, ça c'est évident. Mais c'est vrai que dans ce qu'il dit, il faut savoir tirer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Beaucoup de personnes aussi, dont on a facilité l'adhésion au sein du parti, mais n'ayant pas suffisamment la conviction, nous ont rendu aussi mauvais service. Et nous pensons que cela donne une leçon, aux dirigeants du parti, de comprendre qu'il y a eu des anciens, il y a eu des vieux, il y a des jeunes, et qu'il y a moyen de donner la possibilité à tout le monde qui véritablement manifeste une certaine conviction pour construire le leadership de notre parti. Mais pourquoi le débâcle? Je m'excuse beaucoup parce que je vais revenir à votre question. Pourquoi le débâcle? Oui, le débâcle, mais qui peut ignorer dans ce pays? On a fait de la corruption une profession. Elle est institutionnalisée. Vous avez suivi une fois quand ce conseiller spécial du président vous dit qu'il y a 15 milliards de dollars se volatilisent chaque année. Et pourtant le budget revient à 4 à 5 milliards de dollars. Quelqu'un disait au gouvernement passé pour dire que si on bancarise avec honnêteté, on peut construire 20 milliards de dollars. Un panel de chercheurs l'ont dit que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut avoir l'année suivante 55 milliards de dollars de budget. Donc la corruption est devenue le sport national.
Et c'est comme ça que vous voyez des groupes de personnes, que ce soit au FCC, refusent de partir parce qu'on en a fait profession, parce qu'ils savent qu'ils peuvent tirer davantage des intérêts. Et alors, lorsqu'on se trouve dans une assemblée provinciale où les gens, certaines personnes n'ayant pas suffisamment une conviction, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les idéopéciens qui peuvent accepter la corruption et laisser le parti. Le MLC, Valater Guérengo a été élu essentiellement par les députés du MLC. Je suis les députés du Palou ont élu leurs sénateurs, etc. Pourquoi pas nous? C'est que quelque part, au niveau du recrutement, c'est pas de ces personnes en amont pour devenir députés, etc., pose problème, et je crois que ça relève de la responsabilité de notre parti. Encore que tous ces gens-là qui sont recrutés ont besoin d'être inoculés de l'idéologie, ont besoin d'être inoculés de valeurs qui sont les nôtres, ont besoin d'être encadrés en amont comme en aval. Il me semble que lorsqu'on observe de tels résultats, c'est que très clairement, on a l'impression que le travail n'a pas été suffisamment réalisé. Encore que les responsables du parti tirent toutes les conséquences par rapport à cette déboire pour que véritablement l'UDPS puisse reprendre son souffle. Et la question que vous posiez, c'était, si tu peux me rappeler la dernière question? Non, moi je vous ai posé la question sur comment le parti peut remédier à ce qui est arrivé. Parce que d'aucuns pensent que le parti ne s'est pas bien préparé, le parti n'a pas donné les moyens aux gens de battre campagne, celui-ci avait vendu sa maison, celui-là sa voiture, ainsi de suite, et quand on lui tend un peu d'argent, il s'est dit, bon, là, j'ai récupéré ce que j'ai perdu, il y va. Mais comment l'UDPS va colmater les brèches? Non, mais mon cher ami, s'il vous plaît, l'UDPS et tous ces gens, j'entends même sur la liste de tous ces députés de l'UDPS, il y a même des sobriquets, Petit Tshisekedi, etc. Nous sommes habitués, lorsqu'il faut organiser une manifestation, les gens cotisent, il y a des contributions individuelles et collectives, etc. Alors, lorsqu'on se trouve en situation où nous voulons accéder à des responsabilités, aujourd'hui, nous avons un président qui est de notre parti. Vous allez dire que parce que j'ai dépensé tel montant, etc., il faut que récupérer par la corruption, qui du reste est un acte indigne et irresponsable, immoral. Ça ne peut pas se comprendre. Je pense que s'ils ont posé ces actes, je pense qu'ils en donnent la responsabilité et les générations futures de l'histoire le poseront la question. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ça a commencé par les institutions de la République. Dès lors qu'au niveau de l'ancienne mouvance du FCC, il y a des gens qui se lamentent qu'il y a eu corruption. Vous avez un porte-parole de la Trump à Tindou qui s'inquiétait du fait qu'il était candidat et qu'il lui a été demandé de l'argent. Vous avez un personnage de la Trump, du professeur Mabi Moulumba, qui aussi s'est lamenté. Ils sont du FCC. Et il n'y a pas que les gens de l'IDPS, etc. Tous ces gens ont constaté effectivement qu'on a mis en place un système de corruption institutionnalisé, du reste, qui continue une filière normale des régimes que nous avons traversés. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Certaines décisions sont venues du président de la République qui, aujourd'hui, avait réuni, on va organiser une réunion interinstitutionnelle et un certain nombre de décisions sont là. Entre autres, justement, la suspension de l'installation des sénateurs élus. Mais sa décision a provoqué beaucoup de réactions. D'aucuns pensent que c'est une violation flagrante de la Constitution. D'autres pensent qu'il est allé plus loin qu'il en fallait. Mais pourquoi il est garant des institutions de la République? Lorsque un virus comme la corruption, qui gangrène toutes les institutions de la République, qui véritablement a imbécilisé tout l'ensemble de notre peuple, et qui est le blocage qui ne permet pas véritablement le Congo, qui est au cœur de l'Afrique, de se mettre debout. Mais en tant que le garant du fonctionnement des institutions, il a la responsabilité de remettre la pendule à l'air. Et ça, personne ne peut le régner. Cependant, s'il vous plaît, je sais que les gens du FCC sont habitués. Vous savez que quand quelqu'un est habitué avec le mal, et il croit que lorsqu'il normalise la normale, la situation est normale.
Et la corruption pour eux, ce n'est plus un problème, mais c'est devenu quelque chose de normal. Non, mon cher ami. Et l'avenir de nos générations futures, l'avenir de nos enfants. Allez-vous vraiment quelqu'un qui est représentant du peuple, à ciel ouvert, ici que demain, on va me poser des questions, je dois rendre compte, et vous êtes corrompu, et vous acceptez également de corrompre, et vous faites une profession, la corruption? Non, non, je pense que le président de la République, nous vous encourageons, il faut tenir bon. Parce que si effectivement, nous traversons cette zone de turbulence, le Congo va trouver son compte. Très bien, Maître Gédéon, comment trouvez-vous la réaction de ceux qui pensent que le fait d'avoir pris la décision de suspendre l'installation des sénateurs élus, le président a violé la Constitution et il est allé au-delà de ses prérogatives? Que répondez-vous? Vous êtes juriste. Oui, bon, je pense que je vous ai dit ici que l'ultime objectif d'un pouvoir public, c'est en dernier ressort le bien-être de nous tous. Et là, vous constatez que mon président Yamba Yamba vient de dire ici que, si je dois le relier, de dire que c'est l'hypocrisie aujourd'hui qui refuse d'accepter que la corruption qui demeure à maîtresse absolue, c'est une mode de gestion pour les régimes FCC. Parce que les gens qu'on vient de citer, ce ne sont pas de n'importe qui. Donc vous êtes allié. Donc, non, je suis en train d'analyser. Moi, j'analyse d'une manière générale. Je n'ai pas une couleur de parti politique. Et maintenant, vous me posez la question, une question qui est technique. C'est pourquoi je dis que la RDC, d'une manière générale, n'a pas besoin et a besoin plutôt des institutions fortes, avec des hommes qui doivent animer ces institutions, bien entendu, qui sont intègres, et puis qui doivent être élus dans une morale incontestable. Est-ce que le fait d'avoir suspendu l'installation de sénateurs élus était la bonne voie à emprunter? Là, il s'agit d'un principe, d'un principe général de droit administratif, à valeur supralégale. Donc, d'après la doctrine et la jurisprudence constante, c'est cette doctrine ou des jurisprudences constantes qui vise à éviter les abus et qui contraint l'autorité administrative à préserver les actes réacteurs du droit dès lors qu'ils ont été créés régulièrement comme donc les actes qui sont couverts par les principes de l'intangibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui la corruption, si vous lisez la loi sur l'organisation, la loi électorale, vous allez constater que il y a des moyens qui empêchent effectivement quelqu'un à être accepté ou à être éligible aux élections, juste parce qu'il s'agit des cas de la corruption. Je pense que nous avons les cas de sénateur, l'ancien sénateur Bemba, qui est une illustration plausible. Et qu'aujourd'hui, quand bien même je ne partage pas cette confusion des sémantiques avec le professeur Enyabirungu, parce que je me souviens, c'était un grand professeur, j'ai beaucoup de respect, mais il avait violé le principe de la déontologie à ce qui concernait l'autonomie des infractions. Parce que dans ce propre livre, il nous évite de pouvoir donc simuler une infraction à une autre. Donc, il donne même l'exemple des trois infractions, infractions plutôt. Donc, vous allez voir que lorsque vous avez votre téléphone avec lequel vous causez et quelqu'un vient vous racheter, à ce moment, on parle d'extorsion. Et lorsque le même téléphone, donc, je cherche, je ne le trouve pas, et si je le trouve quelque part, on parle de vol simple. Et lorsque vous utilisez une arme pour m'arracher, donc à ce moment, c'est le vol armé. Donc il y a l'autonomie d'infraction. Mais dans tout cela, on constate qu'il y a la soustraction de mon téléphone. Alors, et que, donc,
ça nous permet aujourd'hui de nous servir de jurisprudence pour dire que comme la Cour constitutionnelle avait, vous savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'ont jamais subi les recours. Donc, alors maintenant, il faut se dire qu'il s'agit des cas de la corruption. Et cette corruption amène l'horizon des mœurs. Et qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes qui doivent être élus, donc dans une moralité incontestable. Et que le président de la République constate. Ici, il s'agit des cas, comme on peut parler, donc d'un crime public ou de la clameur publique. Lorsqu'il y a clameur publique, à ce moment-là, donc le garant de la nation doit intervenir. Donc, comme en grosso modo, je vous ai dit, ça veut dire que le président de la théorie de droit. L'installation du sénateur, il soupçonne qu'il y a eu corruption. Est-ce que ce n'est pas le fait que M. Yamba Yamba a dit tout à l'heure que les gens qui viennent doivent être mis, je le dis à mes mots, dans le moule du parti, être formés, être des dépositeurs de valeurs du parti. Mais on se rend compte que tous ont été corrompus et n'ont voté aucun sénateur de l'UDPS. Mais vous savez, ici, moi, je parle d'une manière générale. Si vous comprenez, ici, oui, mais il faut appliquer ça par rapport à ce qui nous est arrivé. Mais c'est lui qui écoutez, on parle de quoi? On parle d'une administration publique ou d'un service public de l'État qui a besoin effectivement des animateurs. Donc, en commençant par le président de la République lui-même, qui est le premier fonctionnaire. Donc, à ce moment, il faut comprendre que les services publics consistent à quoi? Donc, s'il faut voir, donc il y a le problème qu'il faut résoudre de la sécurité, il y a le problème de la justice. Et vous savez que la justice, donc, élève une nation. Et il y a le problème de l'éducation. Et lorsque vous laissez la corruption continuer, quelle éducation que vous donnez à nos enfants? Ici, il y a un problème de la santé. Il y a un problème de la communication. Qu'est-ce que nous sommes en train de communiquer aux autres? C'est pour cela que le président de la République, quand on parle des garants de la nation, c'est-à-dire il doit respecter la Constitution et faire respecter la Constitution. Alors, M. Yamayamba, maintenant que l'Assemblée nationale est acquise au FCC, le Sénat est acquis au FCC, est-ce que finalement, le président de la République va user des dispositions constitutionnelles pour dissoudre l'Assemblée nationale en ayant un an, comme le dispose si bien la Constitution? Merci beaucoup, Luc. Je voudrais simplement dire que les constats d'une corruption qui véritablement élit domicile et qui a gangréné les élections actuelles n'est pas simplement le constat du président de la République. On a vu des personnes de FCC interpellées, on a vu des personnes de l'opposition. Non, je voudrais vraiment le président va dissoudre l'Assemblée nationale pour demander à l'opinion de lui donner une majorité confortable susceptible de lui permettre de bien mettre en application ces offres politiques de campagne. Oui, je vais répondre à ça, mais je voudrais simplement dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui de suspension, ce sont des mesures conservatoires. Conservatoires dans la perspective de soumettre les différents griefs sous examen et on finira finalement par tirer des conclusions concluantes. Donc, nous sommes dans un processus. Concrètement, on peut s'attendre à ce que, s'il vous plaît... Non. Concrètement, on peut s'attendre à ce que certains sénateurs ayant été élus soient déclarés non élus, c'est ça? Écoute, on le saura. Il faut un jugement définitif pour se prononcer sur une question comme celle-là. C'est comme ça que le président, pas seulement le président, il a convoqué les institutions de la République. Et dans cette réunion interinstitutionnelle, il a été levé un certain nombre d'options. Lesquelles options? Le président assume pleinement son leadership. Il faudrait que cela soit entendu. Ce n'est pas quelqu'un qui a quitté sa chambre et qui a pris un certain nombre de décisions. Il y a des institutions de la République et ces institutions se sont réunies. Ils ont levé un certain nombre d'options pour sauver la République. C'est très important. À la question que vous posez, celle de
La dernière. De voir certains des sénateurs élus être invalidés pour cause de corruption. Oui, non, la question que vous posez, c'est celle de dire le président n'ayant pas la possibilité de manœuvrer, étant donné, va-t-il dissoudre? J'ai deux réponses par rapport à cette question. La première réponse, c'est quand on regarde le comportement du FCC, qui véritablement a été reconnu comme partenaire par excellence. Nous avons cru que nous étions en train d'aller vers une coalition. Et lorsqu'on est dans une coalition, on prépare et on met en place les stratégies ensemble et on se répartit à la fois les postes, à la fois les hommes, etc. Et ce qui est arrivé, où essentiellement le FCC prend une décision parfois unilatérale sans tenir compte de cette option basique qui est celle de concertation au préalable, jusqu'à prendre à rafler tout sans rien laisser véritablement à l'IDPS, montre très clairement que le FCC n'est plus dans la logique de la coalition. C'est très important. Le président de la République, qui est élu au suffrage universel, a aussi besoin véritablement de gérer la République. Mais je voudrais rappeler, je ne suis pas juriste, lorsque j'ai lu la Constitution, j'ai trouvé que la cohabitation n'est pas institutionnalisée dans notre Constitution. Parce que le président de la République a des prérogatives. Quand vous lisez l'article 169, le président de la République formule, n'est-ce pas, les politiques de la République en concertation avec le Premier ministre. Et donc, le président de la République n'est pas le Premier ministre de la France, dans le sens d'une cohabitation. En tout état de cause, le président de la République peut s'assumer. Nous ne voulons pas qu'on y arrive. Nous voulons construire une paix durable dans notre pays, parce que notre pays a beaucoup souffert, et nous estimons que chacun va mettre l'eau dans son verre pour que, véritablement, que ce soit le FCC, qu'est-ce que sera le cash, que chacun trouve ce qui est mal fait et ça mérite sanction. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Ce qui est arrivé, Maître Gédéon, ce ne sont pas les prémices d'un échec annoncé de Félix Tshisekedi. Bon, c'est pour ça que nous ne voulons pas qu'aujourd'hui le FCC consacre l'échec de Félix Tshisekedi, comme celui de son prédécesseur, Joseph Kabila. Ils sont fils de ce pays, ils doivent travailler pour le bien-être de la population. Vous savez, c'est vrai que nous parlons, même lui-même, Joseph Kabila avait reconnu qu'il n'avait pas 15 personnes de bonne foi ou d'une bonne probité morale pour que les choses marchent au bon train. C'est quelque chose aussi qui doit faire en sorte que les gens de FCC puissent s'amender. Parce qu'aujourd'hui, l'échec de Félix Tshisekedi, ça sera l'échec de la République. C'est le peuple qui va en payer les prix. Il ne faut pas vouloir qu'on puisse arriver là-bas. Et je pense que pour même rencontrer votre première question, vous savez, la cause de l'échec de Joseph Kabila, c'était l'absence totale de contrôle et de suivi. Vous vous souvenez que toutes les commissions qui ont été investies d'enquête, donc ces enquêtes sont restées sans résultat. Alors il ne faudra pas que Tshisekedi puisse emboîter les pas. Voilà pourquoi nous encourageons la décision qui vient d'être prise. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur, Basil Olongo, qui a bien expliqué et tout le monde était quasi unanime pour cette décision. On a salué cette décision. C'est pour le bien-être de la République. Vous avez salué cette décision parce que l'UDPS n'a pas obtenu les sénateurs. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Mais pourquoi la même décision n'avait pas été prise quelque temps après pour l'Assemblée nationale? On aurait suspendu aussi l'installation des députés pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu corruption, et ainsi de suite, alors que cela a été le cas. Mais vous savez que lorsqu'il y a eu l'élection du 30 décembre 2018 et que les députés nationaux, ils ont été élus au même moment que le président de la République, à ce moment-là, les critères organiques qui permet le président de la République d'user des prérogatives d'un pouvoir public, je pense que tant qu'il n'avait pas encore prêté serment, il ne pouvait pas appliquer cela. Ça, c'est un. De deux. Alors, maintenant, je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'il va dissoudre cette assemblée-là. Vous dites, nous devons y aller doucement, ainsi de suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le contexte actuel, c'est ça la voie pour lui permettre de mieux mettre
en application ses offres politiques et de les faire adopter par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est une voie aussi palliative. Tout à fait. Vous avez raison. Mais premièrement, parce que ils ont bien vouloir être dans la coalition. C'est pour cette raison, si le président de la République va tenir vraiment à aller dans la coalition, moi je lui demanderai de ne pas tenir compte de ces communiqués que je considère une proposition parce que ce n'était pas un communiqué officiel, de pouvoir nommer donc un informateur pour qu'effectivement qu'on puisse nommer un premier ministre de coalition au lieu qu'on puisse considérer une plateforme sans idéologie politique comme ayant gagné la majorité au Parlement. Très bien. La libération des prisonniers politiques. Franck Diongo est libéré et on sait que ce monsieur avait été arrêté arbitrairement par les gens de Kabila. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres. Je m'attarde sur lui. Quel est le message que le président veut donner en libérant Franck Diongo? Merci beaucoup, mais je voudrais simplement... Très rapidement, parce que le temps n'est plus avec nous. Ne consommez pas. Donc, je voudrais simplement dire que si à un moment donné, on a assisté à des tergiversations du côté du FCC, c'est quelque part, il y a des personnes de mauvaise volonté qui pensent, et j'avais vu même dans Jeune Afrique, pensent à l'article 166 où lorsqu'on a une majorité au Sénat, on a une majorité, n'est-ce pas, à l'Assemblée, on peut initier une accusation qui puisse aboutir véritablement à la destitution du président de la République. Et comme l'intérêt et la vocation, c'est de pouvoir disparaître le DPS, la tendance à ce danger-là. Bien entendu, mais ça ne se fait pas de manière automatique. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas pousser les gens à poser des actes parfois incontrôlés. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si à un moment donné, malgré les différentes douleurs d'enfantement avec les élections de députés nationaux, on n'a pas peut-être agi. Mon collègue a si bien donné la réponse, et je me suis beaucoup, mais aujourd'hui c'est un cas de flagrance, il faut y aller. Alors les députés, qu'est-ce que le président Félix voudrait donner comme signe? La libération de signal fort. Mais c'est montrer que la restitution de la République aux citoyens, c'est le citoyen qui est copropriétaire, l'artisan de la République. Et donc, les citoyens qui a été malmené, les citoyens qui a été victime de son propre droit, aujourd'hui, doit comprendre qu'il revient au début comme à la fin, et c'est lui le propriétaire. Et à tout état de cause, les inégalités, les injustices ne seront plus de mise avec Félix Tshisekedi. Très bien. Alors, les Franck Diongo sont libérés, mais les assassins, les présumés assassins de feu Laurent Désiré Kabila restent en prison. Kabila a eu 18 ans de règne, il ne les a jamais jugés, mais ces gens-là sont en train de pourrir en prison. Oui, avant d'y arriver, je vais répondre ça dans une minute. Et ça sera votre dernière prise de parole. Merci beaucoup, John, Monsieur Lick. Je voulais dire ceci, que par rapport à l'article qu'on évoque des 166, je pense qu'il faut prouver que le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. Tel n'est pas le cas. Bien au contraire, c'est pourquoi je dis que moi je ne voudrais pas que nous puissions aller avec nos armes péremptoires qui rejettent définitivement les accords que les gens peuvent avoir pour diriger ensemble. De toutes les façons, donc nous sommes tous copropriétaires de la République, je pense que Monsieur Yambaya l'a dit, et nous voulons que ce soit FCC, que ce soit la Mouka, cette République nous appartient tous. Donc de même aussi, donc c'est vrai que s'il n'y aura pas